19 h, merci de nous rejoindre sur Al Mourad 4 News pour l'édition principale. Tout de suite les titres. Sous un déluge de bombes à Gaza Centre, à Khan Younes ou encore à Beit Lahia, le ciel s'assombrit de jour en jour sur les populations. Au 142e jour du génocide sioniste, le bilan s'élève à près de 30 000 morts. Après la Cour internationale de justice, les exactions sionistes dans le viseur de l'Organisation de la coopération islamique qui annonce la création d'une unité de surveillance des médias pour documenter les crimes commis par l'armée d'occupation à Gaza. Désormais haut lieu incontestable de la civilisation islamique et témoin de l'Algérie contemporaine, la grande mosquée d'Alger, Jama' al-Jazair, inaugurée par le président Abdelmajid Tebboune. Et enfin, J-4 avant le lancement du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, s'est déplacé à Bagdad en qualité de représentant du président Tebboune pour remettre une lettre à son homologue irakien. Bonsoir à tous. Des dizaines de Palestiniens, majoritairement des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans de nouveaux bombardements sionistes contre la bande de Gaza, théâtre d'agressions barbares depuis 142 jours. Khan Younes, Beit Lahia et As-Sabra ont été les régions les plus touchées par les raids aériens ces dernières 24 heures. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste lancée contre la bande de Gaza s'est élevé ce dimanche à 29 692 martyrs et 69 879 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Le ministère palestinien de la Santé a également fait état de 86 martyrs et 131 blessés au cours des dernières 24 heures dans 7 massacres perpétrés par l'armée d'occupation dans l'enclave palestinienne. Le transport des blessés vers les hôpitaux est devenu une mission impossible. Les ambulances du Croissant Rouge étant les principales cibles des forces d'occupation, les secours se retrouvent donc obligés de déplacer les blessés sur des carrioles tirées par des chevaux ou des ânes afin d'atteindre les centres de soins les plus proches. Vous le voyez sur ces images, les 2 Palestiniens grièvement blessés ont dû être transportés à l'hôpital Al-Aqsa dans des conditions déplorables. La résistance palestinienne a annoncé ce dimanche que 6 soldats sionistes avaient été abattus dans la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. La branche militaire du mouvement des Moudjahidines palestiniens a publié sur son compte Telegram des vidéos de tirs ciblés sur 6 soldats sionistes qui circulaient dans leur véhicule à proximité des tours Taïba. Une unité des surveillances des médias sera créée pour documenter et dénoncer les crimes et violations sionistes à Gaza. C'est ce qu'a annoncé samedi le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Selon Hossein Brahim Taha, l'organisme s'efforcera de garantir que des informations précises sur l'agression sioniste soient mises à la disposition de la communauté internationale, soulignant la nécessité que les attaques soient étroitement surveillées par les médias.
Sur fond de guerre naissent des enfants, des bébés condamnés dès leurs premiers instants de vie à essayer de survivre dans des conditions très précaires. Les services de maternité sont dépassés et ne parviennent pas à accueillir tous les nouveau-nés, en particulier les prématurés. Dans un hôpital surpeuplé à Rafah, ils s'entassent dans les couveuses. Amal Mziane Zitouni. Au sud de la bande de Gaza, dans l'hôpital surpeuplé du gouvernorat de Rafah, des nouveau-nés se partagent des couveuses. Placés à 3, voire 4 dans une seule, cela a favorisé la prolifération de maladies parmi les bébés. Dans notre département, nous avons 70 cas répartis sur 20 couveuses, ce qui signifie que dans chaque incubateur, nous avons environ 4 ou 3 nourrissons. Et bien sûr, cela affecte leur santé. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider et aussi autant que nous pouvons améliorer leurs conditions. Mais la septicémie est répandue parmi eux, parce que tous les cas sont côte à côte, alors que nous devrions avoir un enfant dans chaque incubateur. Située au long de la frontière avec l'Égypte, la ville de Rafah abrite aujourd'hui environ 1 400 000 d'habitants, dont beaucoup ont fui les bombardements. Le grand nombre de déplacés accroît du coup la pression sur les hôpitaux. Les malades payent au prix fort les conséquences de cette guerre. Les nouveau-nés sont sur la ligne de front de la barbarie sioniste. Cet enfant devrait être dans une couveuse comme celle là-bas. Une couveuse sûre, chaude et contenant des médicaments. Des médecins devraient également être disponibles pour le soigner. Mais en raison de la charge, ils m'ont laissé avec mon fils et ils m'ont gardé dans l'endroit que vous voyez afin de prendre soin de mon fils au lieu qu'il soit dans une couveuse. Il n'y a aucun moyen pour eux de le mettre dans une couveuse car le nombre de couveuses est trop réduit et il y a un nombre important d'enfants. La surcharge des hôpitaux a fait que le personnel médical soit dépassé. Nés en pleine guerre, les bébés doivent faire face à des conditions difficiles. Sur le fil du rasoir, les médecins doivent désormais choisir quel bébé passe en priorité. La plupart des cas de nouvelles naissances ici proviennent de tentes. Elles viennent pour se faire soigner et sont ensuite ramenées dans les mêmes tentes. Lorsqu'elles sont ramenées ici, elles reviennent dans un état encore pire. C'est un problème pour nous. Peu importe combien nous travaillons avec eux, tout cela est inutile car il n'y a aucune amélioration de la santé en raison des conditions de la vie sous la tente. Les conditions sanitaires dans les tentes sont très mauvaises. Pendant que des nouveau-nés souffrent, d'autres sont entre la vie et la mort. Un bébé âgé de 2 mois a rendu l'âme ce matin à l'hôpital de Gaza, victime de malnutrition. À Gaza, les Palestiniens souffrant de maladies chroniques se retrouvent condamnés. Les patients atteints du syndrome néphrotique ou de maladies rénales ont du mal à être soignés car le seul centre d'hémodialyse du sud de l'enclave palestinienne est saturé. L'hôpital Abou Youssef al-Najjar dans la ville de Rafah abrite l'unique centre d'hémodialyse, un hôpital qui fonctionne bien au-delà de ses capacités. Ces machines fonctionnent en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elles fonctionnent depuis plus d'1 mois et tombent fréquemment en panne. Je suis arrivé hier et j'ai attendu mon tour 24 heures. Je suis sous dialyse depuis 15 ans. Avant l'agression, je recevais un traitement de dialyse 3 fois par semaine et 3 à 4 heures à chaque fois. Maintenant, je reçois le traitement 2 fois par semaine et 2 heures à chaque fois. Nous devons admettre qu'un tel traitement est malsain. Il n'est pas bon pour les patients. Mais c'est un choix désespéré. Et avec la rareté de la nourriture à Gaza, les habitants dépendent désormais d'une mauvaise herbe connue sous le nom de mauve pour nourrir leur famille. La mauve commune, qui possède des propriétés médicinales et pousse librement dans des conditions de sol difficiles et sèches, est devenue l'aliment de base pour les familles palestiniennes depuis que les aides vers l'enclave aient été drastiquement réduites. Écoutez ces témoignages. Tout le monde meurt de faim. Il n'y a rien d'autre que cette mauve commune. Elle est vendue à $80. Nous l'accueillons et la vendons aux gens. Il n'y a pas de nourriture, pas de cuisine, pas d'eau, c'est la famine.
Des gens sont perdus, des gens sont morts. Que Dieu nous aide et punisse celui qui a causé cela. C'est ainsi que nous passons nos journées. Nous cuisinons et il n'y a ni gaz ni eau, pas de nourriture, pas de pain. C'est triste. Ma fille se réveille la nuit en disant qu'elle veut manger et boire et nous ne trouvons rien pour la nourrir. La situation est devenue bien pire et nous avons été obligés de partir et d'aller à la frontière. Il n'y a aucune distance entre nous et les chars. Nous mettons nos vies en danger. Mais que pouvons-nous faire? Nous obtenons de la mauve commune et d'autres plantes. Nous avons parfois des infections à cause du manque d'eau potable. Nous récupérons donc des plantes que nous faisons bouillir puis buvons. Les arrestations arbitraires des Palestiniens par les forces sionistes ne s'arrêtent pas. Ce dimanche, ils étaient 15 à avoir été incarcérés. Les arrestations ont été concentrées dans les gouvernorats d'El Khalil, de Naplouse, d'Ariha, de Jenin et de Ramallah. Le bilan des Palestiniens capturés par les forces d'occupation depuis le 7 octobre dernier s'élève à environ 7225 personnes. Et puis, nouvelle incursion ce dimanche de dizaines de colons sionistes dans la mosquée Al-Aqsa. Sous la surveillance de la police sioniste, ils étaient plusieurs à profaner la sainte mosquée du côté de la porte des Maghrébins. Ils ont également mené des marches provocantes dans ces cours en pratiquant des rituels talmudiques. De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné ce dimanche le colonialisme sous toutes ses formes, ainsi que les violations de l'occupation commises par les milices colonialistes et leurs organisations terroristes contre les citoyens palestiniens, leurs terres, leurs propriétés, leurs maisons et leurs lieux saints sous la protection de l'armée d'occupation. La diplomatie palestinienne a par ailleurs appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer ses responsabilités dans la mise en œuvre de la résolution 2334 et a appelé les pays à inscrire les associations, organisations et milices coloniales sur les listes terroristes tout en leur imposant des sanctions. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré dans un message publié sur X que le projet sioniste de construire des colonies illégales en Cisjordanie occupée d'ici 2 semaines est provocateur et dangereux. Cette déclaration fait suite à l'annonce de l'entité sioniste selon laquelle 3300 nouvelles unités seraient construites dans les colonies illégales de Cisjordanie, relevant que les colonies accroissent l'atmosphère d'insécurité et de tension dans la région. Josep Borrell a indiqué que celles-ci entravent les efforts de paix et conduisent à de graves violations du droit international. L'annonce de l'entité sioniste selon laquelle 3300 nouvelles unités seraient construites dans les colonies illégales de Cisjordanie est provocatrice et dangereuse. Les colonies accroissent l'atmosphère d'insécurité et de tension dans la région. Celles-ci entravent les efforts de paix et conduisent à de graves violations du droit international. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené samedi de nouvelles frappes visant 18 cibles Houthis dans 8 sites distincts au Yémen. Des frappes condamnées ce dimanche par l'Iran qui accuse Washington et Londres de faire monter la tension et les crises dans la région. Le porte-parole militaire des Houthis a promis une riposte. Regardez. Les forces navales des forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ont mené une opération militaire spécifique visant le navire pétrolier américain Storm Thor
dans le golfe d'Aden à l'aide d'un certain nombre de missiles navals appropriés. L'armée de l'air a également ciblé un certain nombre de navires de guerre américains dans la mer Rouge à l'aide de drones. Les forces armées yéménites confirment qu'elles répondront à l'escalade américano-britannique par davantage d'opérations militaires sophistiquées contre toutes les cibles hostiles dans la mer Rouge et la mer d'Arabie afin de défendre notre pays, notre peuple et notre nation. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche à Alger l'inauguration officielle de la grande mosquée Jamal Jazair. Abdelmadjid Tebboune a été accueilli à l'entrée de la mosquée par son recteur, Cheikh Mohamed Mamoun Al-Qassi Ben Husseini, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi, ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belaraibi. Le président Tebboune a également visité après l'inauguration officielle le musée de la civilisation islamique qu'abrite le 23e étage du minaret de l'édifice religieux, en plus des différentes galeries qui retracent les étapes phares de l'histoire islamique de l'Algérie. بدأتم في إنجازه منذ تأسيسه. Vous avez entamé sa réalisation depuis sa création. Dieu a voulu que vous dirigiez la réalisation de ce projet dont vous êtes le tuteur et que vous avez suivi et supervisé pendant une décennie. Lorsque vous avez pris directement les rênes de cette réalisation, et grâce à Dieu, les travaux de ce monument ont été achevés. Et vous avez veillé à ce que son inauguration ait lieu lorsque toutes ces infrastructures soient fin prêtes, de manière à ce qu'elle soit opérationnelle dès aujourd'hui, jour de son inauguration, sous votre direction, au sein de cette assemblée et cette journée bénie. Jamal Jazair s'impose comme un symbole majeur à la croisée de la foi, de la culture et de la religion. Un édifice religieux qui compte désormais comme le plus grand d'Afrique et le troisième plus vaste au monde, après le Haram de la Mecque et le Nabawi de Médine. Reportage Mohamed Walid Ben Chaban. Un monument de foi et de savoir. Le majestueux Jamal el-Jazair, qui se dresse fièrement sur les rives de la Méditerranée, s'érige désormais en tant que plus grand lieu de culte musulman d'Afrique et le troisième au monde, après la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée An-Nabawi à Médine. D'une hauteur impressionnante de 267 mètres, le minaret de Jamal el-Jazair s'élève comme un phare de spiritualité et d'inspiration. La salle de prière spacieuse s'étendant sur 20 000 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles, offrant un espace de recueillement et de communion sans précédent. La grandeur architecturale du monument est également soulignée par sa coupole dorée, qui culmine à une hauteur impressionnante de 70 mètres, symbolisant l'élévation spirituelle et l'éclat de la foi. Cette mosquée est bien plus qu'un lieu de culte imposant. Parmi ses 12 bâtiments, une bibliothèque remarquable abrite un fonds bibliothécaire d'1 million de livres, tandis qu'un centre culturel de 8 000 mètres carrés offre un espace dédié à la découverte et à l'échange intellectuel.
Les aspects culturels et artistiques sont également célébrés à Jama' al-Jazair pour enrichir l'esprit et l'âme. Un amphithéâtre moderne de 500 places, des salles de travail et des ateliers d'art viennent compléter le panorama culturel. L'esplanade de Vaste et les jardins verdoyants qui entourent la mosquée offrent un espace de détente et de réflexion, tandis que les espaces dédiés à la restauration, aux loisirs et au commerce créent un environnement vibrant et accueillant pour les visiteurs. En cette journée historique, Jama' al-Jazair s'élève comme un phare de lumière et d'espérance, unissant les cœurs et les esprits dans une quête commune de paix, de tolérance et de fraternité universelle. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a été reçu en sa qualité de représentant du président Tebboune par le président irakien Abdelatif Jamal Rachid, à qui il a remis une lettre de son homologue Abdelmajid Tebboune. Mohamed Arqab a à cette occasion passé en revue les préparatifs en cours en prévision de la tenue du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain, insistant sur l'aspiration du président algérien à la participation qualitative habituelle de la République d'Irak, afin que ce sommet soit un rendez-vous pour réaffirmer le renforcement du dialogue et intensifier les concertations entre les pays membres du GECF et une véritable source de propositions, d'expertise et de conseils en matière d'industrie gazière. Investir dans les programmes d'énergie renouvelable tout en continuant à utiliser le gaz naturel, voilà la principale thématique qui sera à la table lors du sommet des pays membres du GECF. Dans un monde de plus en plus préoccupé par les changements climatiques et les défis écologiques, la demande sur le gaz naturel sera plus importante à l'avenir, avec un rôle majeur dans la transition énergétique. Hamid Meshri. Alors que le secteur de l'énergie tente de remplacer les combustibles fossiles par des sources d'énergie renouvelables, le monde aura encore besoin de gaz à l'avenir, selon plusieurs études et prévisions. Des perspectives très optimistes pour cette source d'énergie produite d'une manière qui ne génère pas d'émissions de gaz à effet de serre. Une réflexion qui sera examinée lors de sommets des chefs d'État et de gouvernement, lors du Forum des pays exportateurs de gaz qu'abritera l'Algérie dans quelques jours. Au sein de ce conglomérat de pays représentant 70% des réserves mondiales prouvées en gaz naturel et 60% des exportations en GNL, l'Algérie aura la mission de définir la meilleure façon de défendre les intérêts des pays producteurs tout en respectant les engagements internationaux liés à la réduction des émissions de carbone. Fournisseur fiable et sûr de gaz naturel, notamment vers l'Europe, le rôle de l'Algérie sera plus dominant sur le marché gazier, parallèlement au renforcement des exportations de pays par gazoduc vers l'Espagne et l'Italie notamment. Dans un monde qui prévoit d'utiliser uniquement des énergies propres, l'Algérie promise à se transformer en un pôle énergétique mondial en alliant gaz naturel et solaire, en plus d'une position géostratégique de choix, accompagnée d'une législation attractive au flux des capitaux d'investissement. En favorisant l'exportation des produits dérivés ou manufacturés au lieu d'exporter le gaz naturel brut, la nouvelle approche énergétique de l'Algérie offre des avantages compétitifs pour les grandes multinationales de cette industrie pour s'implanter localement. De futurs projets d'investissement pourraient ainsi voir le jour dans les énergies renouvelables, à l'instar des gigafactories dans l'industrie solaire, la mécanique, jusqu'à la fabrication des batteries et des semi-conducteurs. Ce qui bénéficiera également à l'émergence de certaines industries de pointe comme les data centers et les clouds. En plus de générer des recettes importantes en devises fortes, cette vision servira les plans nationaux dans le domaine énergétique à travers la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables dans les administrations et espaces publics et dans les foyers. Il s'agit également de sauvegarder la sécurité énergétique du pays en développant un mix énergétique basé sur le gaz naturel et les autres ressources ONR. La Confédération générale des travailleurs portugais intersyndicale nationale a adopté samedi une recommandation sur la question sahraoui dans laquelle elle exhorte l'ONU à organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. L'intersyndicale portugaise a également appelé à l'occasion de son 15e congrès la communauté internationale à faire pression sur le Maroc afin de respecter les droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés.
Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis samedi à Abuja ont décidé la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger, pays dirigé par une transition militaire. Les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger seront de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien dégelés pour des raisons humanitaires. Cette décision est fondée sur des considérations humanitaires, en particulier au moment où nous sommes en période de carême et où nous nous préparons au mois sacré du Ramadan. L'autorité demande la libération immédiate de son Excellence Mohamed Bazoum, ancien président de la République du Niger. La fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger doit être levée. La zone d'exclusion aérienne de tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger doit être levée. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger doit être levée. Nous pouvons nous libérer du cauchemar Biden, c'est ce qu'a déclaré le candidat à l'élection présidentielle américaine de novembre, Donald Trump, dans un discours lors de la grande messe annuelle des conservateurs dans la banlieue de Washington. Un événement lors duquel Donald Trump a dressé le portrait d'une démocratie américaine au bord du gouffre en attribuant les mots à Joe Biden. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.